Bonjour à tous, on commence à l'instant. Je m'appelle Chantal Bouchard, c'est pas moi que vous voyez à l'écran. Je m'appelle Chantal Bouchard, je suis conseillère en communication ici chez Recyc Québec. Je vais commencer rapidement en vous expliquant comment fonctionne la plateforme. Bon, j'essaie de cacher ça. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est oh, excusez. Ce que vous voyez à l'écran, c'est probablement quelque chose qui ressemble beaucoup à votre écran. Euh, alors ici, c'est l'endroit où vous allez voir les diapositives défiler. Euh, ici, juste ici, c'est l'endroit où, juste ici, bon, c'est l'endroit où vous pouvez faire un zoom sur la diapositive. Ensuite, ici, c'est l'endroit où vous pouvez clavarder, mais je vois que déjà certaines personnes ont trouvé comment ça fonctionne. Euh, vous pouvez créer en tout temps des questions qui vous concernent. Vous pouvez poser des questions plus précises parce que c'est seulement nous, les animateurs, qui allons voir le contenu du clavardage. Soyez assurés, vous pouvez poser vos questions en toute discrétion. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation. On va tenter par contre de se réserver un moment à la fin pour répondre aux questions tout en même temps. On a mis à votre disposition le sommaire du regroupement recyclage polystyrène. Pour aller le chercher, c'est ici, dans le haut à gauche, où vous voyez l'onglet Documents. Vous cliquez sur Documents, puis ensuite, vous pouvez télécharger le document. Si vous avez un problème technique, ce qui est le plus rapide, c'est mieux de ne pas l'écrire dans le clavardage, ce qui est plus rapide pour avoir une réponse la plus efficace possible, c'est de composer le 1-866 843-4848. On va l'écrire dans la fenêtre de clavardage dans quelques secondes, donc vous pouvez le prendre en note. 1-866-843-4848, le poste 1. Et puis, on vous invite parce que c'est 1 heure, ça va pas assez vite, donc pour essayer d'être attentif le plus possible, on vous invite à fermer vos applications de courriel, de Link, de Skype, toute autre application interactive là, qui sont facilement distrayantes. Donc, je passe la parole à ma collègue Hélène Gervais, qui est aussi chez Recyc Québec. Oui, alors bonjour, bienvenue au webinaire. Donc, je suis agente de développement industriel chez Recyc Québec, responsable du polystyrène notamment. Donc, Recyc Québec, on est impliqué là, depuis les débuts de la création du comité polystyrène qui s'appelle désormais le RRPS pour regroupement recyclage polystyrène. Donc, on vous remercie là, de votre large participation. Donc, la présentation d'aujourd'hui vise à présenter un état de situation du polystyrène ainsi que les travaux du regroupement recyclage polystyrène. On a environ 35 à 40 minutes pour la présentation, puis à la toute fin, on va répondre aux questions. Donc, on aura environ 10-15 minutes. Donc, ce sera à la toute fin. Soyez assurés, si on manque de temps pour les questions, on va vous envoyer à la toute fin, suite au webinaire, les questions et les réponses par écrit. Vous aurez également un lien vers la présentation vidéo et le lien vers le sommaire. Donc, qu'est-ce que c'est le sommaire? En fait, c'est un document qui présente un peu plus en détail les résultats des projets pilotes qui ont été effectués en 2011, qui vont vous être présentés tout à l'heure. Et on présente aussi une synthèse des travaux du regroupement recyclage polystyrène, donc qui est en ligne là, dès aujourd'hui. Donc, on a pour présenter aujourd'hui M. Mario Grenier, qui est directeur général de Dynapac. Donc, sa biographie, en fait, Mario Grenier a fait des études en génie chimique et en management. Il a travaillé 3 ans en pétrochimie et 24 ans en plasturgie, donc il connaît bien le domaine des plastiques. Il a travaillé les 9 dernières années comme directeur général de Dynapac. Dynapac est situé à Laval et de propriété québécoise. C'est une entreprise qui, depuis plus de 20 ans, est un des plus grands fabricants canadiens de barquettes d'emballage alimentaire pour les viandes, les volailles, les légumes et les poissons. Donc, ses clients sont les chaînes d'alimentation et les distributeurs au Canada et aux États-Unis.
Donc, Danapac et en la personne de Mario Grenier sont activement impliqués dans les efforts de recyclage du polystyrène au Québec, mais aussi dans le reste de l'Amérique du Nord. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Mario Grenier. OK, bon matin tout le monde. Ça me fait plaisir d'être le porte-parole du RPS pour vous présenter le webinaire de ce matin. On a pensé qu'une formule webinaire serait plus utile pour rejoindre le plus de monde possible. Donc, on va passer à travers le contenu. Ce matin, on veut surtout présenter le regroupement recyclage polystyrène, partager ses objectifs, ses réalisations, dresser un constat de la situation du polystyrène dans la collecte sélective au Québec et communiquer les prochaines étapes pour l'atteinte d'un plus grand taux de recyclage du polystyrène et solliciter l'engagement des parties intéressées. Juste une petite introduction sur le RPS. C'est un groupe qui regroupe 12 participants actifs, des entreprises, propriétaires de marques, des fabricants, ainsi que Recyc Québec, Éco-entreprise Québec, les associations sectorielles dans les plastiques. Et la mission est d'assurer la récupération et le recyclage des contenants et emballages de polystyrène post-consommation au Québec. Aujourd'hui, la présentation, on va couvrir une introduction, une mise en contexte, redéfinir les types de polystyrène parce qu'il y en a plusieurs sortes, la situation actuelle du polystyrène dans la collecte sélective, les débouchés, les marchés pour le polystyrène recyclé, un bref historique du RPS, qui est une évolution dans le fond du comité polystyrène, les principales réalisations, les résultats sommaires et les constats des différents projets qui ont été réalisés. On va couvrir aussi un peu les nouvelles technologies qui sont émergentes, qui peuvent avoir un impact sur le recyclage du polystyrène et des plastiques en général, et les autres initiatives de recyclage du polystyrène au Québec, au Canada et en Amérique du Nord, et finalement les prochaines étapes pour le RPS. Au niveau des types de polystyrène, c'est important de distinguer, il y a 4 grandes familles au niveau du polystyrène. La première famille, ça serait les emballages de protection en polystyrène expansé, qui servent à emballer des biens pour la livraison. C'est du polystyrène expansé fait à partir de billes de polystyrène qui sont expansées à l'intérieur d'un moule. Ensuite, on a les emballages ou contenants HIPS, qui sont en anglais High Impact Polystyrène. Ce polystyrène-là contient un additif pour améliorer sa résistance à l'impact et au choc. On parle de barquettes à champignons, de contenants à yogourt, de verre opaque en polystyrène. Ensuite, on a les emballages et contenants en polystyrène standard ou General Purpose, polystyrene en anglais. C'est surtout des emballages clairs, des clamshells, ça peut être des boîtiers de compact disque aussi qui sont fabriqués dans ce polystyrène-là. On a les emballages ou contenants alimentaires de polystyrène, qui sont un peu différents du polystyrène expansé parce qu'il s'agit d'une mousse, mais extrudée et thermoformée. On voit, ça sert pour la fabrication des barquettes alimentaires, des assiettes, des cartons à œufs. Ça ressemble au polystyrène expansé, mais c'est un peu moins friable. Et encore une fois, c'est fait par extrusion et thermoformage. Et finalement, dans les emballages alimentaires, il y a aussi des emballages en polystyrène expansé, qui sont faits avec un procédé similaire aux emballages de protection, à partir de billes qui sont expansées dans un moule. On parle de verre en styromousse ou de contenants pour la soupe, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du polystyrène? Son faible poids et sa densité sont un gros avantage. Par contre, ça présente aussi des défis au niveau du recyclage et de la récupération, parce que la matière est très légère. Au niveau de l'analyse de cycle de vie, certaines analyses effectuées soit par le CIREG, Franklin Associates, démontrent que pour des applications de contenants alimentaires, l'empreinte écologique du polystyrène est favorable par rapport à d'autres matériaux comparables ou de substitution. Les propriétés qui le rendent attrayant, bien sûr, c'est son faible coût, les capacités de protection, d'isolation et la performance au niveau des emballages. Si on voulait éliminer le polystyrène de l'emballage, qu'est-ce qui pourrait subvenir? C'est la prolifération de substituts qui pourraient être difficiles à gérer et dont certains amèneraient des nouveaux défis, dans le fond, pour la récupération.
L'industrie québécoise du polystyrène, c'est une industrie qui est importante. Alors, on a deux des principaux fabricants canadiens qui sont situés au Québec au niveau des emballages alimentaires des barquettes comme Dynapac. On produit plus que la moitié des barquettes pour l'ensemble du Canada au Québec. Il y a beaucoup de fabricants d'emballages de protection, de caissons structuraux pour la construction. Et aussi, on a deux usines de fabrication de résine de polystyrène. C'est le seul polymère pour lequel il y a deux usines de fabrication situées au Québec. Au niveau de la situation du polystyrène dans la collecte sélective, c'est important de noter que si on prend la charte des matières acceptées dans le VAC de récupération, le polystyrène est le seul type de plastique qui n'est pas inclus présentement dans la charte, le numéro 6. Au niveau de ce qu'on retrouve dans le secteur résidentiel, on a, je vais prendre mon pointeur, au moment de l'étude de caractérisation de 2010, on avait retrouvé 19 000 tonnes de polystyrène générées au niveau résidentiel. De ce 19 000 tonnes-là, 3 200 tonnes étaient récupérées, ce qui donnait un taux de récupération de 17 Si on regarde par rapport à l'ensemble des plastiques, il y avait 209 000 tonnes totales qui étaient générées. Ça veut dire que le polystyrène représentait à peu près 10 de l'ensemble des plastiques générés. Pour l'ensemble des plastiques, on a 60 000 tonnes de récupérés, soit un taux de récupération de 33 Donc, il y a moins de récupération du polystyrène, mais il n'est pas inclus dans la charte des matières recyclables qui peuvent être mises au bac bleu. C'est important de noter aussi que récupération ne veut pas nécessairement dire recycler. Ça, c'est les matériaux qui se retrouvent dans le bac bleu. On peut aussi noter que selon un bilan qui a été fait par Recyc Québec en 2012, il y a 3 centres de tri municipaux sur 31 qui acceptaient le polystyrène expansé. Ça veut dire que ça représentait 6 de l'ensemble des matières au Québec. Il y avait 8 centres de tri municipaux sur 31 qui acceptaient le polystyrène non expansé, qui couvrait et desservait 38 de l'ensemble des matières du Québec. Au niveau, pardon. OK, c'est beau. Merci. Un petit détail technique. Au niveau du régime de compensation, le montant de la compensation financée par les entreprises qui mettent sur le marché des contenants et emballages de polystyrène au Québec est de 681 la tonne métrique pour le polystyrène, ce qui représente une contribution approximative annuelle de 10 millions de dollars pour les emballages et contenants de polystyrène. Ailleurs au Canada, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans la collecte sélective, pour le polystyrène non expansé, il y a 181 municipalités qui collectent le polystyrène non expansé, ce qui donne accès à 61 de la population canadienne à la collecte du polystyrène non expansé. Pour la collecte sélective du polystyrène expansé, 45 municipalités qui représentent 20 de la population canadienne qui est desservie par la collecte sélective pour le polystyrène expansé. Et en point de dépôt et écocentre, pour tous les types de polystyrène, 40 municipalités pour 14 de la population canadienne qui est desservie de cette façon-là. Les marchés, les applications actuelles pour le polystyrène recyclé, on a beaucoup de cadres décoratifs mouleux, produits horticoles, cintres, accessoires de bureau, panneaux isolants, panneaux de construction, blocs structuraux, résine formulée vendue sous forme de pastilles et emballage alimentaire. Au niveau des propriétés du matériel, c'est un critère important de sélection pour le polystyrène recyclé. Et il y a certaines entreprises qui n'acceptent que du polystyrène blanc expansé, propre et densifié. Au niveau du marché mondial, le marché le plus facile pour le polystyrène recyclé, c'est les biens durables, faits en polystyrène rigide. Ça représente un marché mondial de 2,35 millions de tonnes métriques par année, ce qui est 125 fois le gisement résidentiel du Québec. Par contre, l'emballage est un marché principal pour l'ensemble des plastiques recyclés. Et selon une étude réalisée par la firme Freedonia, pour le polystyrène recyclé, on estime de 6 à 8 par année le taux de croissance de la demande. Et présentement, le marché ne fournirait pas à la demande selon cette étude-là. Un bref historique du RPS.
Ça a commencé en 2009 par le comité polystyrène qui avait été initié par Éco-entreprise Québec, Recyc Québec, en collaboration avec le Conseil patronal en environnement du Québec. En novembre 2009, il y avait eu 23 intervenants qui s'étaient rencontrés pour discuter de l'enjeu du recyclage et de la récupération du polystyrène. C'était des fabricants, des associations, des centres de recherche, des municipalités, centres de tri, conditionneurs et détenteurs de marques. OK, on vient de me dire que mon pointeur laser ne fonctionnait pas, donc je vais juste m'amuser avec. Au niveau du comité polystyrène, le mandat était de proposer des solutions et des actions concrètes liées à la collecte, au tri, au recyclage et la mise en marché du polystyrène post-consommation. Il y a eu 2 projets pilotes principaux qui ont été réalisés, un en collecte sélective, un en écocentre. Et l'objectif des projets pilotes était d'identifier le scénario de collecte et de tri, de recyclage permettant d'obtenir la meilleure qualité possible de polystyrène post-consommation recyclé en volume suffisant et ça en cherchant la rentabilité économique. Par la suite, en 2012, le ERPS, Regroupement Recyclage Polystyrène, a pris la relève du comité polystyrène. Le RPS est piloté par l'industrie. Sa mission est d'assurer la récupération et le recyclage des contenants et emballages de polystyrène post-consommation au Québec. Notre vision, c'est de développer un modèle d'affaires permettant de générer et de financer la récupération et le recyclage du polystyrène qui sera reproductible pour l'ensemble des municipalités québécoises. Et il y a 2 groupes d'action, un groupe d'action focusé sur la collecte sélective et un groupe d'action sur la collecte en écocentre. Si on touche maintenant les principales réalisations, résultats sommaires et constats, je vais d'abord parler des projets pilotes de 2011 qui ciblaient les contenants et emballages de polystyrène. En centre de tri, il y a un projet pilote qui a été réalisé chez Godreau Environnement à Victoriaville. Des essais ont été faits en tri manuel et en tri optique. Au niveau de collecte en écocentre, ça s'est fait à l'écocentre Eddy à Montréal, un pilote de 3 mois à l'été 2011. Le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le CTEI de Sorel-Tracy, a été mandaté pour réaliser les projets. Il y avait 24 partenaires financiers qui ont participé au financement du projet ou des projets pilotes. On peut les voir sur cette page-ci, les logos des 24 partenaires. Il y a eu aussi des projets complémentaires, dont la caractérisation des polystyrènes récupérés. Ça veut dire d'analyser exactement les matières récupérées pour en déterminer la composition et les taux de rejet. Des essais de densification en écocentre, en évaluant aussi différents scénarios de densification fixe ou mobile, centrale, etc. L'essai d'évaluation d'une technologie afin de produire un grade alimentaire de polystyrène recyclé aux propriétés physiques adéquates. Et finalement, caractérisation des propriétés physiques et des polystyrènes recyclés et des marchés potentiels. Au niveau des principaux résultats, on a un tableau qui schématise un peu les résultats. Je tiens à souligner qu'il y a beaucoup plus de détails qui vont être disponibles dans le rapport sommaire que vous pouvez télécharger à partir du site dès aujourd'hui. Mais je vais quand même couvrir les grandes lignes. Si on compare le projet en centre de tri versus le projet en écocentre, au niveau du gisement annuel, en centre de tri, en tri manuel, on a estimé un gisement de 14 tonnes métriques par année. Au niveau du même centre de tri, mais en allant en tri optique, on pouvait recueillir presque un petit peu plus que le double, soit 32 tonnes métriques. En écocentre, on récupérait 6 tonnes métriques par année. Au niveau du tri manuel en centre de tri, il y avait des directives qui étaient données de façon très sélective. Au niveau du tri optique, c'est non discriminatoire, c'est vraiment basé sur la composition moléculaire du plastique. Et en écocentre, pardon, il y avait les rejets étaient non fractionnés et on recevait plusieurs sortes de polystyrène. La qualité de la matière était un peu moins propre en centre de tri, soit par le tri manuel ou optique, et plus propre en écocentre. Comment on pourrait optimiser ces collectes-là en centre de tri? En tri manuel, ça serait de faire un tri à la source au démarrage de la chaîne et plus de formation des employés. Au niveau du tri optique, ça serait d'ajouter un second tri optique en série pour raffiner davantage le tri. Et finalement, en écocentre, ça serait une meilleure sensibilisation des citoyens aux produits acceptés.
Au niveau des avantages, en centre de tri, en tri manuel, c'est le faible taux de rejet. En tri optique, c'est la capacité de recueillir ou de collecter beaucoup plus de matière et de reconnaître tous les types de polystyrène. Et en écocentre, on obtient une matière plus propre parce que le citoyen souvent fait plus d'efforts pour le nettoyer avant de l'apporter et le trier. Les inconvénients, en tri manuel, en centre de tri, c'est une moins grande capacité de triage et plus de contamination. En tri optique, on aurait besoin d'un second tri et on a aussi plus de contamination. Et en écocentre, on récupère des produits de polystyrène qui ne sont pas nécessairement visés, soit des fois des polystyrènes de construction ou des polystyrènes qui sont moins compatibles et on a moins de quantité. Au niveau des coûts, on a des coûts assez élevés en centre de tri au moment du projet pilote en 2011, que ce soit en tri manuel ou en tri optique. En écocentre, les coûts étaient plus bas. Les propriétés physiques des polystyrènes recyclés après conditionnement se sont avérées très bonnes dans les 3 cas. D'autres constats, recommandations faites par le CTTEI, ça a démontré dans le fond qu'il y avait plusieurs citoyens qui étaient enthousiastes à participer au projet de récupération en écocentre. Au niveau du tri en centre de tri, à cette époque-là, on voyait qu'il n'y avait pas de très grande quantité de polystyrène. Donc, peut-être pas la justification pour l'achat d'un tri optique spécifiquement pour le polystyrène. Le CTEI recommandait d'évaluer la possibilité d'acheminer le polystyrène non expansé ou rigide vers la collecte sélective en centre de tri et de l'inclure dans les ballots de plastique mélangés. Un scénario hybride à évaluer, selon les recommandations du CTEI, serait d'acheminer aussi le polystyrène expansé alimentaire vers les centres de tri et d'acheminer le polystyrène expansé de protection vers les écocentres. Ces constats-là, recommandations-là, sont le fruit du rapport du CTEI et continuent à faire l'objet d'évaluation dans le cadre des travaux présents et futurs du RPS. Suite au projet du CTEI, le RPS a pris le relève. Et puis, se concentrant sur 2 grands axes. Un, c'était de réaliser des entrevues avec des conditionneurs de plastique mélangé. Ça fait au cours de 2012. Pour voir l'état actuel, le positionnement des conditionneurs et aussi les questionner sur qu'est-ce qu'ils voyaient de l'impact possible de l'inclusion du polystyrène dans les ballots de plastique mélangés. Et puis, parallèlement à ça, un projet de collecte en écocentre à l'écocentre La Salle à Montréal. Au niveau des entrevues avec les conditionneurs de plastique mélangé, qu'est-ce qui est ressorti des entrevues, c'est qu'à ce moment-là, les ballots de plastique mélangés contiennent à peu près 1 à 5 de polystyrène. Les quantités reçues étaient insuffisantes à ce moment-là pour justifier des investissements. Le polystyrène était généralement donc mis dans les rejets et représentait un coût pour les conditionneurs. Mais certains conditionneurs recherchaient des débouchés, particulièrement pour le polystyrène rigide. Leur perception et leur position était que le polystyrène, en particulier l'EPS, était considéré comme une matière difficile à conditionner et qui présentait des défis. Certains conditionneurs percevaient l'inclusion du polystyrène comme étant peut-être un avantage concurrentiel pour obtenir plus de plastique mélangé. Lorsqu'on les questionnait sur l'impact possible de l'inclusion du polystyrène dans les ballots de plastique mélangés, les avantages qui ont ressorti, selon eux, c'était la réduction de la confusion des citoyens sur les plastiques acceptés dans la collecte sélective, l'augmentation possible de la quantité de l'ensemble des plastiques récupérés s'il y a moins de confusion, une augmentation possible de la quantité de plastique recyclé si les conditionneurs adaptent leur procédé pour traiter le polystyrène. Les inconvénients, c'était la diminution possible du prix de vente des ballots de plastique mélangé, mais qui était impossible à estimer à ce moment-là, et une augmentation de la quantité de rejet des conditionneurs si ces derniers ne sont pas en mesure d'être équipés pour traiter le polystyrène. Parallèlement à ça, il y a un projet qui a été réalisé à l'écocentre La Salle de la Ville de Montréal, un premier projet pilote de octobre à septembre 2014, qui était piloté par la Ville de Montréal et l'Association canadienne de l'industrie des plastiques. Ce projet-là a été transformé en projet de 5 ans, suite à un partenariat entre la Ville de Montréal, l'Association canadienne de l'industrie des plastiques et l'entreprise Polyforme de Granby. Tous les types de polystyrène sont récupérés.
quel que soit le type EPS, XPS rigide, panneau, emballage de protection, etc. Le RPS fait aussi une veille sur les technologies émergentes et les autres initiatives de recyclage du polystyrène partout en Amérique du Nord. C'est intéressant de noter qu'il y a deux initiatives québécoises présentement qui ont un potentiel de changer la donne pour le recyclage du polystyrène et aussi pour le recyclage des plastiques en général. La première technologie, c'est une entreprise de Montréal qui s'appelle Polystyver, qui utilise une technologie de concentration qu'ils appellent le concentrateur Polystyver. Il s'agit d'un procédé, dans le fond, de concentration du polystyrène dans une huile essentielle, ce qui permet de réduire le volume du polystyrène d'à peu près 96%. Ici, on a une petite vidéo qui va vous montrer un peu ce qui se passe avec le polystyrène. Dans ce cas-là, c'est du EPS qui est placé dans la solution de concentration polystyver. Donc, là, on voit qu'on peut obtenir une dissolution, une réduction de volume de 96%, ce qui permet de mettre 8 tonnes de polystyrène concentré dans un camion, ce qui permet un transport beaucoup plus facile. Une fois que le transport, une fois que le matériel a été concentré, il est récupéré par Polystyver, amené à son usine de Montréal. Et à ce moment-là, il est transformé en microbilles qui peuvent être revendus sur les marchés. Excusez-moi, je dois revenir à ma page de présentation. C'est ça. Donc, il va être transformé en microbilles et revendu sur les marchés. Donc, c'est une solution qui cible vraiment le polystyrène et qui peut changer la donne au niveau des coûts. Il y a certains projets présentement pilotes qui ont été commencés avec Polystyver. L'autre initiative qui est aussi québécoise, qui est PyroWave, qui vient de l'entreprise Gentech dans la région de Montréal. En fond, c'est un procédé qui permet la production de produits recyclés à l'aide de micro-ondes appliqués sur des rejets, principalement des rejets de plastique. Ça permet d'avoir des unités qui sont relativement petites, qui peuvent être installées sur les lieux de génération, qui permettent de récupérer les plastiques, de les transformer sur place en gaz liquide et charbon. La composante liquide va être composée ça peut être du styrène qui va provenir du polystyrène, ça peut être du brut léger, des cires qui peuvent être revendus à des entreprises de pétrochimie ou de fabrication de polymères. Et au-delà d'un procédé, c'est vraiment un modèle d'affaires qui est proposé, puis le même commentaire pourrait s'appliquer pour Polystyver. Dans le cas de PyroWave, dans le fond, les unités sont louées au générateur, un peu comme on louerait un conteneur à déchets, utilisé pour récupérer les déchets. L'entreprise PyroWave fait une tournée pour vidanger ces unités-là et elle rajette dans le fond le liquide, ce qui peut générer un revenu pour le générateur, qui permet de réduire les coûts des déchets et d'augmenter les taux de recyclage. Et c'est une solution clé en main qui est offerte. D'autres initiatives au niveau de la récupération et du recyclage. Au Québec, il y a la MRC de la Haute-Yamaska qui présentement offre de la collecte en écocentre. La ville de Sherbrooke aussi a deux écocentres qui reçoivent le polystyrène. La MRC du Haut-Saint-François aussi offre le service de collecte en écocentre à ses citoyens. L'an dernier, la Ville de Québec a ajouté le polystyrène à la collecte sélective et maintenant s'ajoute aux 9 autres centres de tri municipaux qui avaient été identifiés dans le bilan 2012. À l'extérieur du Québec, en Californie, en 2014, il y a plus de 65 communautés qui permettent la récupération des emballages en polystyrène expansif via le système de collecte sélective. Ça, c'est presque le double de la quantité de 2010 qui était de 35 communautés. Donc, ça progresse de ce côté-là. Les nouveautés à Indianapolis, en Indiana, on a la firme DART qui a fait un partenariat avec Plastic Recycling Incorporé
pour la construction d'une usine de conditionnement de polystyrène. Cette usine-là va démarrer en 2015. Elle aura une capacité annuelle de 25 millions de livres par année pour tous les types de polystyrène. Donc, peut représenter une nouvelle débouchée pour le polystyrène collecté. Une autre initiative qui est intéressante, qui touche le Canada et les États-Unis, c'est un organisme qui s'appelle le Foam Recycling Coalition, qui est une division finalement du Food Packaging Institute, dont la plupart des producteurs d'emballage de services alimentaires sont membres. Le Food Packaging Institute et le Foam Recycling Coalition ont collecté des fonds et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils offrent un programme de soutien financier et technique pour l'achat de densificateurs pour le polystyrène expansé, pour les centres de tri et les conditionneurs. Ça débute en 2015. Il y a un premier projet qui va démarrer, qui est annoncé là, officiellement, qui va démarrer au Colorado, dans un centre de tri. Il devrait en avoir 3 à 5 qui vont démarrer en début 2015. Et il y a eu des demandes aussi de partenaires canadiens qui ont été faites. C'est possible qu'il y ait certains projets canadiens qui soient financés par le FRC. Et puis, je pense que le programme va être répété dans les prochaines années. Il pourrait y avoir d'autres projets qui vont être financés pour acheter des densificateurs, les installer et obtenir du soutien technique. Les prochaines étapes. Pour le RPS, un projet qui va démarrer cette année, c'est de continuer l'inventaire des technologies de tri, de conditionnement, de recyclage du polystyrène post-consommation, issu de la collecte sélective et les scénarios d'implantation. Ça, c'est un projet qui va être réalisé encore une fois, par le Centre de transfert de technologie en environnement industriel, le CTEI de Sorel-Tracy. C'est un projet qui est financé par Recyc Québec, qui va permettre de faire une mise à jour vraiment sur la situation actuelle, quelles sont les technologies, quels sont les procédés, quels sont les meilleurs coûts, quels sont les différents scénarios pour les différentes applications, les différentes grandeurs de centres de tri, etc., différentes régions du Québec. Parallèlement à ça, le RPS va suivre de près et supporter les projets de collecte et de recyclage des contenants et emballages de polystyrène au Québec. Et puis, donner un coup de main où c'est possible. Maintenant, ça conclut ma présentation. Je ne sais pas si on a reçu des questions de la part de l'auditoire. Aucune question. Si c'est encore le temps d'en soumettre si vous désirez le faire. Si vous désirez partager des expériences avec des projets, il y a peut-être des initiatives qu'on n'a pas mentionnées qui ont cours présentement au Québec. Si vous voulez vous impliquer au niveau des travaux du RPS, les 3 personnes contactent, il y a moi-même de Dynapack, mes coordonnées sont jointes à la présentation. Il y a Michel Iliesco du groupe Cascade, groupe produits spécialisés, et Charles Bourbonnais de la firme Polymos, qui vont être les 3 contacts principaux pour répondre à vos questions ou si vous désirez vous impliquer au niveau du regroupement. Je pense que vous pensez, la question porte sur les densificateurs probablement, si je comprends bien. Donc, je pense que n'importe quel densificateur doit être évalué là, dans le contexte du polystyrène qui est recueilli. Nous, au niveau du projet pilote en 2011, c'était un densificateur hydraulique qui avait été évalué et qui fonctionnait très bien. Je sais que maintenant qu'il y a des densificateurs à vis qui sont disponibles, qui sont moins dispendieux. L'expérience qu'on a, en tout cas nous dans Dynapack, c'est que le densificateur à vis va être moins flexible s'il y a des variations dans la densité des mousses qui lui sont soumises, tandis que le densificateur hydraulique va permettre une plus grande flexibilité au niveau de la compression des plastiques. Encore une fois, le FRC, le Foam Recycling Coalition, serait une bonne source d'information pour des questions techniques concernant la densification, puisqu'ils vont offrir un programme de soutien financier et technique sur l'installation de densificateurs.
Pour le polystyrène extrudé, oui, il y a des débouchés. OK, OK, excusez-moi, je dois vous lire la question. La deuxième question, actuellement, y a-t-il des débouchés pour le polystyrène extrudé? Oui, il existe des débouchés et puis ça dépend toujours de la composition, de la propreté, etc. Mais il y a des entreprises qui sont intéressées d'en prendre. Euh, c'est quelque chose qu'on pourrait partager là, si vous nous contactez suite au webinaire. Et puis, il y a aussi il y a des gens au Québec qui en achètent et aussi maintenant, il va y avoir l'usine de PRI aux États-Unis qui va être à la recherche de polystyrène. Il y a une autre question qui était quel était l'avancement de la technologie polystyrène présentement, si je ne me trompe pas, ils sont en pilote ils ont commencé à collecter du matériel avec quelques éco-centres où ils vont commencer sous peu. Et puis, à ce moment-là, on pourrait vous fournir aussi les coordonnées de l'entreprise et où ils pourraient répondre à vos questions de façon plus pointue. La troisième question, c'est le monomère de polystyrène sur le styrène est nocif pour la santé. Quelle technologie d'identification polystyrène est la plus sécuritaire? Écoutez, moi, je ne peux pas répondre à ces questions-là. Je pense que c'est vraiment à Polystyvère et à PyroWave là, de vous répondre au niveau de l'aspect sécuritaire de leur technologie. Moi, les présentations que j'ai eues de ces entreprises-là semblaient indiquer que leur procédé était sécuritaire et avait fait l'objet de revues de sécurité, mais je vais laisser le soin de vous répondre de façon plus pointue. OK, une autre question qu'on a reçue, c'est quand le programme de soutien financier à l'achat d'identificateur sera-t-il mis en œuvre? Il est en œuvre présentement. Il y a eu une première appel de projet qui a été fait en début d'année. Suite à ça, il y a eu plusieurs douzaines de demandes qui ont été formulées par différents centres de tri et recycleurs du Québec et des États-Unis. Je pense qu'il y en a plusieurs qui émanent du Canada. Sur ça, il y a une première vague là, de projets qui vont être lancés. Et puis, on travaille fort. Dans l'APAC, on est impliqué au niveau du Foam Recycling Coalition. On travaille fort pour que le projet soit récurrent et puis qu'à chaque année, il y ait des appels de projets et puis de plus en plus de projets financés. Et c'est 100% financé par l'industrie. Une autre question, c'est qui faut-il contacter pour obtenir plus de renseignements sur les entreprises qui acceptent le polystyrène expansé? À ce moment-là, vous pourriez contacter les trois personnes qui ont été mises sur la dernière page de la présentation. Une autre question? Extrudé, OK. Oui, c'est la même réponse. Est-ce que le retardateur de flamme présente un problème pour le recyclage? Je pense que dans certains cas, oui. À ce moment-là, je pense que ça dépend beaucoup de chaque recycleur, qu'est-ce qu'il fait avec le polystyrène et quel est son procédé utilisé. Et à ce moment-là, les recycleurs peuvent répondre à cette question-là plus en détail. Où trouver de l'information sur le programme d'achat d'identificateurs? On pourra peut-être rendre disponible un lien vers le FRC. Et en fait, c'est hébergé sur le site là, du Food Service Packaging Institute, F comme Fernand, P comme Peter, FPI aux États-Unis. On pourra vous faire suivre le lien Internet là, pour accéder à l'information sur le programme de financement des densificateurs. On vient de vous faire parvenir un petit sondage à l'écran. Donc, si vous voulez bien savoir si ça vous a été intéressant. Donc, merci beaucoup de votre présence à ce webinaire. Si jamais vous aviez encore des questions. Ah, il y a une question qui vient de rentrer.
pouvez-vous expliquer plus qu'est-ce que Polyform fait avec le PSE? Polyform à Granby fabrique plusieurs produits de polystyrène. Un de leurs produits principaux, ce sont, puis moi, excusez-moi les gens de Polyform si vous êtes à l'écoute, là, mais c'est moi ce que j'en ai vu, c'est des formes préfabriquées pour la fabrication de fondations, pour fabriquer des fondations de maisons et des murs. C'est des formes qui sont en polystyrène expansé, qui sont installées de façon modulaire, qui remplacent les formes métalliques ou en bois, qui permettent là, de couler le béton pour fabriquer dans certains cas des fondations, mais dans d'autres cas, surtout dans le sud, là, en Floride ou dans les Caraïbes, c'est des maisons complexes qui sont fabriquées avec ce procédé-là. Et le polystyrène expansé permet d'avoir une isolation du froid ou de la chaleur, et tout en ayant un procédé de fabrication qui est très pratique et très rapide. Ces formes-là sont reliées entre elles par des membrures de plastique rigide qui permettent à ces formes-là de se maintenir pendant que le béton est coulé, et ces membrures-là permettent aussi à ces formes-là de se plier pour être transportées de façon efficace. Et les composantes sont fabriquées à 100% de polystyrène recyclé. C'est pour ça que Polystyrène est un bon utilisateur de plastique recyclé au Québec, et c'est une entreprise vraiment un fleuron de l'industrie québécoise qui est très intéressante à suivre. On va rendre disponible le site internet, excusez-moi, l'adresse courriel pour Polyform, c'est fait? OK, parfait. Donc, merci beaucoup à tous, encore une fois. Merci d'avoir répondu au sondage. Une autre question? Désolée, c'est un petit peu décausé. On a du temps, il n'y a pas de Il y a problème. encore une question qui est rentrée, puis on a encore un peu de temps, donc si ça ne vous dérange pas, on va quand même y répondre. Est-il vrai d'affirmer que les recycleurs ne peuvent pas laver les billes de polystyrène? Les billes de polystyrène, là, est-ce qu'on parle est-ce que vous parlez de billes de polystyrène recyclé, ou les billes de polystyrène expansé au moment où il est fragmenté? Euh, Si c'est une bille de polystyrène qui a été recyclée, ça veut dire qu'elle est solide, elle peut être lavée comme une autre bille. Si on parle de polystyrène expansé, c'est plus difficile à laver, c'est sûr, parce que le polystyrène a tendance à absorber le liquide. Mais il y a certaines entreprises qui réussissent à le faire, dont DART aux États-Unis. Euh, mais c'est pas un procédé qui est très répandu. Dans les cadres du travaux du RPS, on avait évalué une technologie européenne de lavage. Avec cette technologie-là, on avait des très bons résultats de lavage avec le polystyrène euh, rigide. Euh, IPS et General Purpose. Et on pouvait voir qu'il pourrait être retourné même tellement propre qu'il pourrait être réutilisé pour des grades alimentaires. Par contre, pour le polystyrène expansé ou extrudé expansé, pour le retourner en grade alimentaire, le lavage était trop dispendieux. Par contre, si c'est pour une autre application, il y a présentement certaines entreprises qui le font. Bon, mais je pense qu'on peut clôturer là-dessus. En terminant, je vais vous informer que tout le webinaire va avoir une vidéo qui va être disponible, et le PowerPoint en lui-même va être aussi disponible en version PDF. On va vous l'envoyer quand ça sera prêt, quand ça sera disponible sur notre site Internet. On va l'envoyer à vous tous sur vos adresses, dans les adresses courriels qu'on a eues pour l'inscription. Et puis, on tient à remercier chaleureusement Mario Grenier pour la belle présentation. On espère que ça vous a plu à tous. Et merci beaucoup à chacun de vous d'avoir assisté à ce webinaire. Alors, merci et bonne fin de journée.